Alors, je veux pas être pessimiste, mais je veux parler un peu d'écologie. En fait, on a pu voir le rapport du GIEC et les retours de Thomas Pesquet, notamment sur l'impact de l'humain sur la planète en général. Et je voulais savoir si l'Europe avait un impact, pouvait être force de proposition ou faire quelque chose pour, je sais pas, changer les modes de consommation, être un petit peu rivaux de l'Asie et de l'Amérique sur toute cette hyper-consommation. Est-ce qu'on peut vraiment changer les donnes en matière d'écologie alors qu'il y a quand même l'impact monétaire aussi des accords entre les pays qui entrent en jeu? Et du coup, voilà, est-ce que vraiment l'Europe peut faire quelque chose en matière d'écologie? Depuis donc la 2019, elle a lancé le Pacte vert. Ça, c'est une politique extrêmement ambitieuse. On parle de neutralité climatique. Euh, donc là, c'est aussi une politique, donc le Pacte vert, qui a des impacts sur d'autres stratégies de l'Union européenne, sur d'autres politiques. Je pense à la PAC, par exemple. On est dans une vraie logique de verdissement de cette politique agricole commune, donc avec des conditions... comment dire, des contraintes au niveau de l'agriculture, aussi une agriculture plus verte, promouvoir le bio et être moins en fait aussi dans cette agriculture intensive qui avait beaucoup de sens. Voilà, en 62, quand la PAC a été lancée, on était dans une France tout à fait différente, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on repense un petit peu ce système de production. Donc ça, c'est vraiment, il y a aussi une stratégie biodiversité au sein de l'Union européenne. Protection des abeilles justement au sein de cette stratégie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à l'échelle de ces 27 pays membres. Après, je dirais qu'au niveau, à l'échelle globale, l'Union européenne va prendre position. Après, c'est toujours, on peut prendre des positions au niveau des accords commerciaux qu'on peut avoir, imposer aussi différentes contraintes à ce niveau-là. Mais je dirais qu'au niveau du dynamisme environnemental, c'est vraiment au cœur de l'Union qu'il se passe le plus de choses forcément. Et que ça représente des financements considérables parce que en fait, Tout à cette fait. politique se retrouve aussi dans les divers programmes européens, programme LIFE, programme Horizon. Et ça, c'est vraiment la stratégie majeure pour l'Union européenne. Après, voilà comment ces recommandations, c'est encore toute la procédure européenne. Il faut que ça passe, faire des directives, des règlements. Les directives, c'est un peu les États les adaptent un peu comme ils veulent. Donc, ça peut prendre 5 ans avant que les décisions soient prises. Mais effectivement, en tout cas, c'est la priorité numéro 1, European Green Deal. Et puis, et tous les États doivent y aller. L'Europe, c'est vraiment aussi des choses du quotidien. Et il se passe plein de choses. Moi, je vous conseille vivement d'aller sur le site europe.bzh, c'est le site de la région. Vous allez dessus, vous allez voir une carte en bas et vous allez voir tous les projets qui ont été cofinancés à l'échelle de la région, d'accord, par l'Union européenne. Et vous allez voir, il y a plein de choses en fait. Et ça n'empêche pas l'Europe de prendre des décisions majeures et hautement symboliques. Par exemple, il y a 2-3 semaines a été approuvée l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Ça, aucun État ne l'a fait et c'est quelque chose qui va affecter le quotidien des gens de manière significative. Et je crois que ça nous montre bien ce que l'Europe est capable de faire pour nous. Merci pour vos réponses, mais je trouve ça intéressant d'aborder le point des mobilités, enfin des véhicules électriques et thermiques notamment, parce que les véhicules thermiques sont déjà là en fait, et nos voitures, quand elles ont 200 000, 300 000 km, on les envoie en Afrique. Et est-ce que vous pensez qu'on n'a pas un rôle à jouer justement là-dedans, et plutôt que de produire du neuf, plutôt que de se procurer du neuf, même si c'est électrique, d'ailleurs on ne sait pas trop l'enfouissement des déchets derrière, et la durabilité des choses. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait réparer plutôt, utiliser plus longtemps les véhicules thermiques plutôt que sur un coup de tête changer parce qu'il y a la petite prime à la conversion et du coup on envoie tous nos véhicules ailleurs parce que dans tous les cas ils seront utilisés. Donc pourquoi pas utiliser ceux qu'on a déjà plutôt que de produire toujours du neuf? La question a été soulevée lors des débats au niveau européen sur l'envoi des véhicules en Afrique. Et donc, bon, on a encore un peu de temps d'y réfléchir puisque la mesure va pas entrer en vigueur tout de suite, mais c'est un vrai problème qu'il faudra résoudre. Mais j'ai confiance en les capacités qu'on a à le résoudre. Mettre de la circularité dans les modes de production, ça c'est aussi une stratégie, mais c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. De recréer des filières qui recyclent, il y a plein de sujets, les matériaux rares, les piles, les bâtiments, voilà. Et ça c'est sur vraiment du temps long, mais en tout cas la conscience est prise, quoi. C'est ce genre de questionnement en fait dont on a besoin aujourd'hui dans l'Union européenne.
en fait. Tout ce que tu dis, tes arguments, c'est ça, quand au début on parlait de conversation, alors d'accord, pas d'accord, mais c'est ça en fait qui nourrit la réflexion. C'est-à-dire que toi, ce que tu as dit, des députés européens, des députées européennes ont dit la même chose en fait, et que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une proposition, bah ouais, vous proposez ça, mais en fait, est-ce que... Et c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de faire. Donc je te remercie. Pendant la campagne des européennes, il faut aller au meeting. Je pense qu'il y en aura quelques-uns dans le coin et d'aller interpeller ceux qui se présentent au suffrage.